Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La coordination des ONG Association féminine du Niger à Kongafen a offert hier un don aux sinistrés de la rive droite relogés dans l'école Tassikounou. Les sinistrés ont salué ce noble geste de la part des donatrices. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Toujours aux côtés de ceux qui sont dans le besoin, la coordination des ONG et associations des femmes du Niger Kongafen n'est pas restée insensible aux détresses des sinistrés de la rive droite, d'où ce déplacement à l'école Tassikounou pour leur offrir cet important don. Le don est composé du riz, et des lots de moustiquaires, des nuts, des bouilloires, de l'huile et du savon. Et de l'eau aussi, une forte contribution des femmes de la Kongafen à apporter cet appui-là aux sinistrés de Tassikounou. Et mieux encore, nous lançons un vibrant appel à l'endroit de toute la population, surtout pour apporter aussi leur appui. Et à l'endroit aussi des sinistrés, de quitter les lieux d'inondation, surtout. Et surtout, tout ce qu'on leur amène, de faire un bon usage. C'est pour améliorer leurs conditions de vie. Et à l'endroit aussi du gouvernement, de nos autorités, pour apporter tout le nécessaire pour leurs meilleures conditions aussi. Et à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour continuer à appuyer ces sinistrés. C'est la joie totale pour ces sinistrés qui n'ont pas d'ailleurs manqué de remercier ces généreux donateurs. Merci à vous, braves dames, d'avoir pensé à nous en nous apportant ce don. Que Dieu vous le rende. Et sachez que nous allons toujours répondre présent à vos appels. C'est une joie immense qui nous anime, sinistrés de Tassikounou. Grand merci à la Kongafen qui a répondu à nos cris de détresse en nous assistant à travers cet important don. Merci infiniment. Malgré son combat pour le respect des droits et l'épanouissement de la femme au Niger, la Kongafen est restée toujours aux côtés des personnes qui sont dans le besoin en leur portant assistance. C'est pour apporter son soutien et sa solidarité à l'endroit des populations victimes d'inondations de la rive droite et du Saga que le MPN Kishinkasa avec à sa tête le président Ibrahim Yacouba était ce matin au chevet des populations sinistrées. Le compte-rendu de Hamza Sakou et Sadou Demi. Tout bon leader politique ne peut rester insensible face aux inondations qui ont causé d'importants dégâts, ce qui a amené le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa d'être aux côtés des populations de la commune 5 et de Saga afin de leur offrir ce don. L'activité consiste à apporter notre soutien à la population touchée, le soutien moral, mais aussi à un certain nombre de matériels que nous avons mis à leur disposition au nom du parti et au nom de son président, son Excellence Alhaji Ibrahim Yacouba. Et comme vous l'avez constaté aussi, la délégation elle est composée de plusieurs membres du bureau politique national. À sa tête, le président du parti en personne, où à chaque fois où nous avons passé, il a profité pour voir les conditions dans lesquelles ces populations sinistrées vivent en ce moment. Le don est composé de plusieurs articles, dont le riz. Nous avons la pâte alimentaire, à savoir le couscous, le macaroni. Il y a aussi l'huile, il y a le maïs et il y a des centaines de sachets de piawata. Pour les sinistrés, ce geste vient à point nommé dans cette situation où petit soit-il, ils en ont besoin. Nous vous remercions d'avoir pensé à nous à travers cette visite. Nous sommes fiers de vous. Que Dieu vous assiste et nous protège tous. Le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, à travers ce geste, témoigne de sa compassion et de son soutien à ces populations victimes de ce phénomène naturel.
Le Rotary Club a également fait un don aux sinistrés des inondations du quartier Saga, un geste soutenu par l'ambassade du Pakistan. Le compte-rendu de Asama Oseidou et Chebou Guissou. C'est en guise de compassion et de soutien que le Rotary Club n'est pas resté insensible à la situation des victimes d'inondations, notamment ceux du 4e arrondissement, relogés dans les écoles Saga 2 et 5 et le jardin d'enfants. 3 tonnes de riz, des dizaines de sacs de mil, du maïs, du niébé, accompagnés des bidons d'huile, des cartons de savon et eau de javel. Telle est la composition du don de Rotary offert aux sinistrés. Nous sommes là aujourd'hui pour la remise d'un don à travers la participation de l'ambassade du Pakistan. Lui-même, dont l'ambassadeur est un rotarien comme nous. Et voilà, nous avons fait un premier don, vous avez vu tout à l'heure. Maintenant, c'est le second don qu'on a fait, mais financé par l'ambassade du Pakistan. J'espère que les sinistrés vont en faire un bon usage. Ce don rentre dans le cadre d'aider cette partie de la communauté qui sont dans le besoin. Ce don va contribuer un tant soit peu à soulager ces sinistrés qui ne cachent pas leurs sentiments. C'est vraiment une fierté pour nous aujourd'hui que le Rotary Club nous offre gracieusement des kits alimentaires et autres produits. Que Dieu les récompense. Nous les remercions pour ce don qu'ils viennent de nous apporter. Que Dieu vous vienne en aide également. Merci infiniment à Rotary Club. Aider son prochain en difficulté est une culture à Rotary Club qui d'ailleurs en demande aux autres structures de leur emboîter le pas pour assurer le minimum à ces gens qui ont presque tout perdu. Autre aspect de cette édition, rencontre d'échange ce matin à la Maison de la Presse entre le Conseil supérieur de la communication et les délégués des partis politiques. Les échanges ont porté sur le projet de texte réglementant l'accès des partis politiques dans les médias publics et privés pour les élections 2020-2021. Le compte rendu. Encadrer le processus électoral en cours, tel est le but de cette rencontre d'échange du Conseil supérieur de la communication avec les délégués des partis politiques sur le projet de texte réglementant l'accès des partis politiques dans les médias publics et privés. Recueillir les amendements et propositions des partis politiques afin d'enrichir le projet de texte avant son adoption. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne des rencontres que nous avons initiées d'abord avec les responsables des médias publics et privés la semaine dernière. Aujourd'hui, nous avons rencontré les partis politiques, les groupements des partis politiques et les représentants des candidats aux différents scrutins de cette année pour les édifier, pour échanger avec eux sur les textes qui vont régir la campagne électorale. Grosso modo, c'était 8 décisions que le CSC compte adopter à la prochaine session du mois de septembre pour permettre en tout cas aux partis politiques d'être rassurés par rapport à l'accès aux médias publics et privés. Il s'agit entre autres des décisions qui portent sur l'enregistrement, la production et la diffusion des messages des candidats, des partis politiques, etc. aux différents scrutins. Les modalités de diffusion de ces textes sur les médias publics et privés et aussi les sanctions possibles. Malheureusement, certains partis politiques ne connaissent pas les dispositions légales. On ne peut pas organiser une activité sans informer le CSC et dire que l'antenne diffuse. Mais donc certains ont été édifiés. Il fallait qu'ils fassent une demande dans le délai au niveau du Conseil supérieur de la communication et nous imputons cela à l'antenne. Si c'est des activités gratuites ou payantes, bien évidemment. Les attentes, c'est surtout de permettre à ces partis politiques d'abord de s'approprier ces décisions-là. Parce que c'est pour eux que nous les avons prises. D'autre part, nous allons nous-mêmes les aider à les vulgariser parce que si Dieu le permet bien, nous allons partir en région avec les partenaires qui sont là pour nous accompagner. C'est l'occasion de les remercier. Nous allons faire des séances de sensibilisation au niveau de tous les chefs-lieux de région où il y a quasiment tous les représentants des partis politiques. Un des délégués d'un regroupement des partis politiques apprécie à sa juste valeur cette rencontre. On voulait vraiment avoir
tous les points, en tout cas le projet, du processus des projets, le texte qu'ils ont élaboré. Mais très malheureusement, nous ne sommes pas rentrés en possession de ces documents pour pouvoir en tout cas échanger, enrichir en tout cas le document en question. Mais vous avez remarqué, effectivement, c'est pourquoi les gens certes voulaient en tout cas poser des questions, mais ont survolé les questions essentielles. Parce que nous, en tout cas, nous avons voulu en tout cas prendre connaissance de fond en comble ce document-là pour pouvoir vraiment l'enrichir. Mais comme ce n'est que partie remise, c'est qu'en tout cas le président nous a fait comprendre. Nous aurons en tout cas peut-être nos observations prochainement, en tout cas à la suite des rencontres qui vont peut-être introduire. Il faut noter que seuls quelques partis politiques ont répondu à l'invitation du Conseil supérieur de la communication. Plusieurs collectifs et organisations de la société civile nigérienne ont rendu publique une déclaration. Dans celle-ci, ils annoncent leur engagement à accompagner le processus électoral. Le résumé avec Ali Sissé Ibrahim et Halidou Bouraïma. Plusieurs collectifs et organisations de la société civile nigérienne se sont rassemblés pour créer le cadre d'unité d'action citoyenne. Dans la déclaration qu'ils ont rendue publique, ils apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur combat contre le terrorisme. Ensuite de cette déclaration, il ressort que le cadre d'unité d'action citoyenne se dit préoccupé tout en apportant sa compassion aux victimes des inondations. De plus, le cadre d'unité d'action citoyenne appelle les Nigériens à se mobiliser pour les prochaines élections tout en invitant la classe politique à mettre en avant l'intérêt général. Ali Bawa détermine les objectifs visés par le cadre d'unité d'action citoyenne. Accompagner les institutions et les acteurs en charge du processus électoral, veiller à la transparence dans la distribution des cartes d'électeurs, sensibiliser les électeurs pour retirer leurs cartes d'électeurs, observer les opérations de vote les jours des scrutins, produire un rapport général de l'observation du processus électoral. Pour mener à bien sa mission, le cadre d'unité d'action citoyenne compte œuvrer avec toute organisation, structure ou institution qui poursuivent ces mêmes objectifs et reste par conséquent ouvert à toute organisation de la société civile qui souhaite le rejoindre pour un processus électoral réussi. Enfin, les collectifs et organisations de la société civile, membres du cadre... Enfin, le cadre d'unité d'action citoyenne a félicité la CENI pour sa conduite du processus électoral, tout en l'encourageant à prendre toute initiative qui créera la confiance entre elle et les acteurs politiques. Le siège de la coalition ASSO-EPT a servi de cadre ce matin à une rencontre entre acteurs de l'éducation. Objectif à échanger sur l'état des lieux des écoles privées. Le compte-rendu de Nafissa Zakou et Aboubakar Souley. La présente rencontre initiée par la coalition des associations nigériennes pour une éducation de qualité pour tous ASSO-EPT fait partie d'une série d'actions d'information, de partage et d'alliance avec les forces sociales en vue d'une synergie d'action, de plaidoyer et de lobbying pour amener à mieux réguler le mécanisme de création et de gestion des écoles privées au Niger. Ainsi, c'est au moment où tous les espoirs sont portés sur la nouvelle vision de l'éducation pour 2030 qui est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie que l'école publique dans beaucoup de pays en général et le Niger en particulier fait face à une montée et une rivalité croissante avec le privé. Depuis les années de son introduction au Niger, 1980, cette forme d'enseignement a connu une ascension fulgurante à la faveur du programme d'ajustement structurel PASS initié par la Banque mondiale. Avec l'avènement de ce programme, plusieurs mesures contraignantes ont poussé le gouvernement à recourir à d'autres alternatives malgré leur caractère préjudiciable à la jouissance des droits publics et humains. On peut citer entre autres mesures la réduction des dépenses publiques, l'augmentation de la part de contribution des utilisateurs de services de l'éducation, notamment les élèves et les familles, la suppression de bourses d'études pour certains ordres d'enseignement, la réduction drastique des subventions de l'État, l'instauration des frais de scolarité dans l'enseignement. Toutes ces mesures
ont favorisé l'émergence de la privatisation de l'éducation au Niger. En effet, cette tendance à la forte privatisation du système éducatif nigérien risque de reléguer au second plan les différents textes et conventions relatifs aux droits humains et faire démissionner le gouvernement de son rôle régalien d'offrir aux citoyens et citoyennes une éducation équitable, gratuite et de qualité pour tous. Au président du conseil d'administration de la coalition ASSO-EPT de souligner que la prolifération des écoles privées n'est rien d'autre qu'une privation de l'éducation favorisant une création exagérée des établissements éducatifs privés à but purement lucratif. En effet, pour nous et pour l'ensemble des organisations mondiales contre la privatisation de l'éducation, cette prolifération des écoles privées n'est rien d'autre qu'une privatisation tout court de l'éducation, favorisant une création exagérée des établissements éducatifs privés à but purement lucratif, avec comme principal objectif de développer un commerce de services éducatifs et défendre leurs intérêts propres aux dépens de l'intérêt général. C'est pour cette raison qu'en juin 2016, le mouvement contre la privatisation de l'éducation, qui regroupe plus de 170 organisations de la société civile à travers le monde, a lancé un appel contre la marchandisation de l'éducation avec pour slogan « Ne vendez pas l'école ». Notons enfin qu'au cours de cette rencontre, la coalition ASSO-EPT a lancé un appel à l'ensemble des acteurs de l'éducation et de défense des droits de l'homme à s'engager pour une campagne contre la privatisation et la marchandisation de l'éducation. Et puis cette pensée quotidienne à l'endroit des acteurs de la société civile, à savoir Munkaila Halidou, Mokel Zodi et Moudi Moussa, qui vont passer leur 189e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Une autre brève, cette fois-ci du cadre des activistes démocrates engagés pour un Niger émergent Kaden. Le cadre des activistes démocrates engagés pour un Niger émergent Kaden en partenariat avec Tournons la page Niger TLP Niger informe le public du report des activités entrant dans le cadre de la journée internationale de la démocratie célébrée chaque 15 septembre. Ce report est dû aux catastrophes naturelles qui ont touché beaucoup de familles nigériennes auxquelles le Kaden et le TLP Niger expriment toute leur compassion. Soucieux de la bonne gouvernance démocratique, le Kaden et le TLP Niger informent le public que l'édition 2020 aura lieu ce samedi 19 septembre 2020 dans la grande salle de conférence du Sénat à partir de 9h. Au cours de cette journée, une table ronde sera animée donc sur le thème élection générale 2020-2021, les acteurs sociaux et étatiques face aux défis de l'alternance et au changement. C'était un communiqué du cadre des activistes démocrates engagés pour un Niger émergent Kaden. Comme chaque semaine, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique judiciaire. Elle porte aujourd'hui sur le thème demande de restitution, un thème développé par Maître Nebi Amani Mustafa, avocat à la Cour. Très bonne réception. À l'occasion d'une procédure pénale, les saisies constituent, pour les enquêteurs ou le juge d'instruction, un moyen privilégié de recherche de la vérité ou de recueillement des preuves. La poursuite de ces objectifs amène les enquêteurs ou le juge d'instruction à placer indifféremment des biens sous main de justice. Ces biens souvent peuvent appartenir à la personne mise en cause, à la partie civile, la personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait de l'infraction, mais aussi
à une tierce personne qui n'a rien à voir avec la procédure. C'est ces situations qui peuvent justifier la mise sous main de justice des biens. Eh bien, naturellement, lorsqu'un bien a été mis sous main de justice, le propriétaire qui estime que ce bien n'a nullement rien à voir avec l'infraction en question ou dont la restitution ne préjudicie pas à la manifestation de la vérité, peuvent demander la restitution du dit bien. Là, il faudra distinguer les étapes de la procédure selon qu'on se retrouve dans l'enquête préliminaire, selon qu'on se retrouve devant le juge d'instruction ou selon qu'on se retrouve devant la juridiction de jugement. À l'enquête préliminaire, c'est le procureur de la République qui est le directeur de l'enquête. Et c'est lui qui peut restituer un bien mis sous main de justice. Prenons l'exemple terre à terre. Aujourd'hui, une personne est poursuivie. Les enquêteurs ont mis sous main de justice certains de ses biens. Et devant le procureur décide de ne pas poursuivre. Classement sans suite de l'affaire. Eh bien, à ce stade, il n'y a pas de poursuite. Aucun juge n'a été saisi pour se prononcer sur une éventuelle infraction, une éventuelle condamnation et une éventuelle confiscation. Eh bien, c'est le procureur qui a décidé de diriger l'enquête. Eh bien, c'est ce procureur-là qui est compétent pour restituer ces biens saisis par les enquêteurs. Dans la théorie, c'est juste une demande verbale qui est formulée. Si c'était le jour du déferment, le propriétaire ou la personne qui se prétend être propriétaire demande juste au procureur que vous avez décidé de classer sans suite. Eh bien, il y a un de mes biens qui a été mis sous main de justice, je demande la restitution. Le procureur il fait un procès verbal de restitution. La partie qui prétend être propriétaire du dit bien signe, le procureur signe, on lui donne une copie et on lui donne son bien. Si l'affaire est devant le juge d'instruction, eh bien là, à ce niveau, c'est le juge d'instruction qui est compétent pour statuer sur les demandes de restitution. La personne qui prétend avoir un droit sur un bien mis sous main de justice formule une requête aux fins de restitution au juge d'instruction saisi de l'affaire. Dans la requête, il doit principalement développer 2 à 3 arguments. Le premier argument, c'est qu'il doit démontrer qu'il est propriétaire du dit bien mis sous main de justice. Le deuxième argument, c'est qu'il doit démontrer que la restitution de ce bien ne peut nullement troubler ou entraver la recherche de la vérité. Eh bien, le troisième argument, c'est qu'il doit convaincre le juge que même s'il y aura une éventuelle décision sur le fond, ce dit bien ne pourra pas faire l'objet de confiscation. Eh bien, dans ce cas, le juge d'instruction saisi apprécie le bien fondé de la demande. S'il estime nécessaire de restituer le bien, eh bien, il va rendre une ordonnance. L'ordonnance rendue par le juge d'instruction peut faire l'objet d'appel devant la chambre d'accusation, qui se trouve être le 2e degré de juridiction, le 2e degré d'instruction en matière pénale. Eh bien, cette chambre saisie, soit par le propriétaire ou la personne qui prétend avoir un droit sur le bien mis sous main de justice, si le juge d'instruction ne lui donne pas raison, il peut déférer la décision du juge d'instruction devant la chambre d'accusation. Soit par le procureur qui avait contesté la décision, qui avait contesté la restitution, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable. Eux tous, ils ont le droit d'interjeter appel contre la décision, contre l'ordonnance du juge d'instruction. Au préalable, le procureur, si une demande de restitution a été formulée, eh bien on demande au procureur de prendre ses réquisitions par rapport à cette demande. Est-ce qu'il estime nécessaire de restituer le bien, oui ou non? Mais le juge d'instruction n'est pas tenu de suivre à la lettre ce que le procureur a dit, étant une partie au procès. Si l'affaire se trouve devant une juridiction de jugement, là, cette juridiction est compétente à tout moment de statuer sur une demande de restitution. Il n'y a pas de moment en fait
où il faut introduire une demande de restitution. C'est à tout moment. Même si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, eh bien une personne peut formuler au juge de restituer le dit bien. Là aussi, ça se fait par requête. Toute personne qui justifie avoir un droit sur un bien mis sous main de justice, si l'affaire se trouve devant la juridiction de jugement, eh bien la personne peut formuler la demande. Lorsque la décision du tribunal de la juridiction saisie tombe, eh bien toute personne qui conteste, toute personne faisant partie de la procédure qui conteste cette décision peut déférer cette décision devant la cour d'appel. Mais là, il faudra préciser que la cour d'appel ne peut statuer qu'ensemble avec la décision au fond du premier juge. Mais là, il faudra aussi préciser que lorsque le tribunal ou la juridiction saisie statue sur le fond, s'il n'y a aucune voie de recours contre cette décision, cette juridiction demeure toujours compétente pour statuer postérieurement à sa décision au fond sur les demandes de restitution. En termes clairs, cela veut dire quoi? Aujourd'hui, une personne est poursuivie pour une infraction bien précise. Et avant d'arriver au stade du jugement, il y avait certains de ces biens qui avaient été mis sous main de justice. Une décision de relax par la juridiction de fond. Mais la personne a oublié de demander la restitution des biens mis sous main de justice. Ou la juridiction a oublié de statuer sur cette restitution. La procédure est finie, la personne a été relaxée. Eh bien, cette personne peut revenir pour formuler une requête, pour demander la restitution des biens mis sous main de justice parce qu'au préalable, il avait oublié, pendant que le fonds était en train d'être jugé, de formuler cette demande. Eh bien, lorsque la requête arrive, on envoie la requête au procureur pour prendre ses réquisitions par rapport à la restitution. Eh bien là, le juge statue. Et cette décision peut aussi être déférée devant la cour d'appel. À la cour d'appel aussi, c'est le même scénario. C'est à peu près les mêmes règles. Lorsque la cour est saisie, la cour peut statuer sur les demandes de restitution. Même après avoir vidé le fonds, s'il n'y a aucune voie de recours qui a été formée, eh bien cette cour reste compétente pour statuer postérieurement à sa décision au fond sur les demandes de restitution. C'est pour vous dire que la restitution peut se faire devant toutes les autorités, que ce soit devant le procureur, que ce soit devant le juge d'instruction ou devant la juridiction de jugement. Eh bien, l'autre situation, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où un bien mis sous main de justice peut se retrouver confisqué. Il y a des situations prévues par la loi. Si par exemple le bien est le corps même du délit, le corps de l'infraction, ou le bien, c'est le bien qui a permis de faire l'infraction. Si vous prenez par exemple en matière de drogue, une personne a été poursuivie pour trafic international de drogue. Pendant l'arrestation, il avait été arrêté dans un véhicule avec des tonnes de drogue. Eh bien, on confisque la drogue et le véhicule. Après décision de condamnation, cette personne ne pourra pas revenir demander la restitution du véhicule parce que c'est le corps du délit. De par la loi, et la drogue et le véhicule seront confisqués. Si vous prenez quelqu'un qui a été pris pour vol de télévision, on n'a pas trouvé le propriétaire de la télévision et la personne a été condamnée. Du fait de l'absence de propriétaire immédiat, on ne peut pas restituer la télévision parce que c'est le corps en fait du délit. Ou si une personne a été prise pour vol criminel avec, je sais pas, une machette, eh bien la personne ne peut pas revenir demander la restitution de la machette après condamnation. Certes c'est pour lui, mais c'est le bien qui a servi à commettre l'infraction. Ça c'est l'article 11 du code pénal qui a précisé ça. C'est pour vous dire que on peut se retrouver dans certaines situations où il y a des biens qui ont été saisis, qui ont été mis sous main de justice, dont la restitution s'avère pratiquement impossible. Soit parce que la loi l'a prévu, soit parce qu'après déduction, on se rend compte que c'est le corps du délit, c'est ce qui a facilité ou permis de faire le délit. Donc dans ce genre de situation, eh bien, le législateur
peut décider, ou disons la juridiction peut décider de confisquer le bien. Par exemple, il y a aussi l'autre situation, le tribunal de simple police. C'est bien, c'est vrai, on l'oublie presque toujours, mais de par la loi, ça existe. C'est cette juridiction-là qui statue ou qui juge les contraventions. Vous allez me demander, mais ça se situe où? Moi-même, je sais que ça existe dans les textes, mais à ce jour, aucune juridiction de simple police n'a été installée. Mais c'est pour vous dire que ça existe, et c'est à peu près les mêmes règles de fonctionnement pour les demandes de restitution. Espérons que dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, cette juridiction verra jour.